Vous avez vu l'épisode 5 du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, et vous cherchez un endroit où aller plus loin dans votre visionnage, c'est juste ici. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici Mordred, et aujourd'hui, on décrypte l'épisode 5 du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Il y a pas mal de choses à dire, beaucoup de choses à débriefer, à décrypter, à résumer, à critiquer aussi éventuellement, alors c'est parti. Comme toutes les semaines, je vous récap les intrigues principales de cet épisode 5, ensuite on fera des théories, et puis je vous donnerai mon avis et ma critique sur cet épisode. Dans le Rhovanion, la famille Brandpied est toujours dans la course pour suivre la migration des Pieds Velus. Grâce à l'aide de l'étranger, la petite compagnie réussit à peu près à tenir le rythme, même si parfois ils sont distancés. On note d'ailleurs que Malva préférerait se débarrasser d'eux, sympa. Du côté de l'étranger, on assiste à plusieurs scènes qui nous posent encore une fois question quant à son identité, j'en parlerai dans la partie théorie de cette vidéo. Dans les terres du Sud, la tour d'Ostilith doit se préparer à l'attaque prochaine d'Adar et de sa légion d'orques. En effet, ceux-ci s'approchent toujours plus et pourraient bientôt donner l'assaut. Bronwyn tente de remonter le moral des troupes, mais une partie des villageois finit par suivre Waldreg, qui leur promet leur survie s'ils se rallient à Adar qu'ils pensent être Sauron. Adar lui demande de se lier à lui par le sang en tuant Rowan, chose qu'il fait a priori. Plus tard, Bronwyn semble être en proie au désespoir et se demande s'il n'aurait pas mieux valu se soumettre. Arondir lui remonte le moral et avec Théo, comprend que l'épée brisée est une clé du plan d'Adar. Une idée de plan de défense germe d'ailleurs pour la suite des épisodes, sans doute quelque chose comme faire effondrer la tour sur leurs agresseurs. C'est l'heure pour moi de vous rappeler que si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire, ça aide la vidéo dans l'algorithme de YouTube, et puis ça me fait chaud au cœur évidemment. Et puis si vous appréciez mon travail sur la pop culture, le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, House of the Dragon ou bien Star Wars Andor, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo. À Númenor, alors que la décision a été prise de créer un corps expéditionnaire pour la Terre du Milieu, on découvre qu'il n'est composé que de 500 hommes et de 5 navires. Ça paraît assez peu pour être honnête. De plus, l'opinion publique semble être très défavorable à la question, de même qu'Ariel qui ne souhaite pas voir son père et son frère quitter Númenor. Kemen, lui non plus, ne comprend pas pourquoi Pharazôn, son père, soutient l'expédition, mais le conseiller de Myriel semble avoir un dessein secret. Tar Palantir, le père de Myriel, quant à lui annonce qu'elle ne connaîtra que les ténèbres en Terre du Milieu. Ça promet. Kemen met le feu à un navire de l'expédition, mais est sauvé par Isildur qui, de fait, gagne le droit de partir avec les autres soldats et son père. Dans le même temps, Galadriel et Halbrand s'ouvrent enfin l'un à l'autre, l'une expliquant pourquoi elle veut tant se battre et l'autre annonçant pourquoi il ne veut pas se rendre en Terre du Milieu. Au bout du compte, Halbrand finit par changer d'avis et tous partent en bateau au devant d'un grand danger qui les attend en Terre du Milieu. Enfin, on retrouve Elrond et Durin dans le royaume du Lindon du haut roi Gil-galad. Le roi des Noldor presse Elrond de briser son serment et de lui confirmer que les nains ont bien trouvé du mithril. Elrond tient bon malgré la pression et apprend que la race des elfes est en danger car la lumière des Valar s'affaiblit, tout comme leur immortalité. Selon une légende qu'Elrond dit apocryphe, le mithril aurait été créé suite à une bataille entre un elfe et un balrog en haut des montagnes brumeuses et que le mithril serait un réceptacle de la lumière des Valar eux-mêmes. Gil-galad et Celebrimbor annoncent à Elrond qu'une grande quantité de mithril pourrait permettre de toucher à nouveau les elfes par la lumière des Valar. Elrond en parle à Durin qui s'amuse du fait que le destin de la race des elfes soit entre ses mains. En réalité, Durin est tout à fait favorable à aider les elfes, mais il est un peu moins certain que son père voudra accéder à leurs requêtes. Comme toutes les semaines, je voulais revenir sur quelques références qui me semblent assez intéressantes à partager avec vous. La première, c'est cette fameuse chanson des racines d'Isaeglir. Alors, Isaeglir, pour information, ça veut dire les montagnes brumeuses, donc c'est cette fameuse chaîne de montagnes où est sise le royaume de Moria, le royaume de Khazad-dûm à l'heure actuelle, au Deuxième Âge. D'ailleurs, j'en profite parce que Gil-galad parle d'Elrond et le nomme Elrond Pérédel. Elrond Pérédel, qu'est-ce que ça veut dire Pérédel? En fait, ça veut dire demi-elfe, tout simplement. Je vous l'avais déjà expliqué, Elrond est un demi-elfe, il a choisi de vivre auprès des elfes, contrairement à son frère Elros, qui lui a choisi de vivre aux côtés des humains. Et ce faisant, est devenu Tar Miniatur, le premier des rois de Númenor. Donc cette fameuse légende des racines d'Isaeglir, elle convoque un petit peu, j'ai envie de dire, l'imagerie du premier âge des grands combats entre des héros contre des balrogs. Ça rappelle évidemment le combat de Glorfindel contre un balrog lors de la chute du royaume de Gondolin. Évidemment, voilà, ça rappelle tout ça. Alors, il faut quand même dire l'évidence, cette légende des racines d'Isaeglir, des origines finalement du minerai du mithril, n'existe pas chez Tolkien. Enfin, c'est une invention totale, donc voilà.
probablement un des instants les plus controversés probablement de cet épisode 5 des Anneaux de Pouvoir. D'ailleurs à ce moment-là, quand on nous explique cette légende, on parle de ce héros qui n'est pas nommé, mais on nous dit qu'il était aussi valeureux que Manwë lui-même. Alors pour rappel, Manwë c'est un des Ainur, un des Valar, c'est même le roi des Valar, et donc pour être un petit peu moins précis, c'est des sortes de divinités les Valar. Et lui commande au vent, à l'air, et il est censé régner depuis la montagne de Valinor. Un truc assez intéressant, c'est que la première chose qu'Elrond dit au sujet de cette légende, c'est qu'elle est largement considérée comme apocryphe. Alors apocryphe, ça veut dire qu'elle est largement considérée comme fausse. C'est intéressant, puisque Gil-galad insiste pour que Elrond raconte cette légende, donc on est peut-être en droit de se demander si Gil-galad et Celebrimbor seraient pas en train de se raccrocher à cette excuse pour mettre la main sur beaucoup de quantités de mithril, ou alors on peut éventuellement se demander si les deux seigneurs n'auraient pas été dupés. Si finalement cette grande histoire ce serait pas une tromperie, ce qui pourrait aller dans le sens du fait que Anatar serait peut-être déjà à l'œuvre. C'est tout à fait possible. Alors là, on entre un petit peu plus dans le côté théorique, mais c'est une question qui peut se poser. En tout cas, le fait d'inventer cette origine du mithril est un peu surprenante. Ça paraît être beaucoup d'explications pour pas grand-chose. Donc je suis en train de me demander finalement s'il n'y a pas une raison supplémentaire à ça. Par contre, il y a un truc, c'est que, a priori, Gil-galad dans l'œuvre de Tolkien n'a jamais été trompé par Anatar, donc ça pose question évidemment. On rappelle, encore une fois, que dans le précédent épisode, quand Arondir parle avec Adar, Adar lui dit qu'on lui a raconté beaucoup de mensonges dans son histoire d'elfe. Est-ce que c'est peut-être pas une référence, justement, à cette légende apocryphe sur le mithril ? On peut se poser la question. On a encore une fois un name-dropping du personnage d'Eärendil, le père d'Elrond et d'Elros. Donc chaque semaine en fait je vous en dis un petit peu sur Eärendil, donc je vais pas vous redire la même chose, mais là il est cité par Celebrimbor. Celebrimbor qui a effectivement vu le départ d'Eärendil pour son dernier voyage pour partir vers l'ouest. Effectivement Celebrimbor était présent lors de la chute de Gondolin, donc ça concorde plutôt bien. Ce qui est intéressant dans ce name-dropping, encore une fois, d'Eärendil au sujet d'Elrond, c'est que Elrond est présent, et que on a vraiment l'impression que l'héritage de son père est très très lourd à porter. On voit d'ailleurs une scène où il regarde les étoiles, on rappelle qu'Eärendil est censé être devenu une étoile, donc ça a du sens que son fils regarde vers les étoiles dans un moment justement où il cherche des réponses, où il cherche à se trouver. D'ailleurs, c'est rigolo parce que ce plan est justement suivi d'un plan de nuit à Numénor où on voit la statue d'Eärendil avec sur sa couronne ce qui est probablement une reconstitution du Silmaril, et juste à côté du visage de cette statue, on voit une étoile qui brille intensément, très probablement l'étoile d'Eärendil. Il y a un petit florilège de petites références assez cool à Numénor. Je pense d'abord au casque d'Elendil, casque qui est évidemment magnifique avec ses ailettes de chaque côté, qui ressemble beaucoup au casque que l'on peut voir sur les gardes de la cour de la fontaine à Minas Tirith dans la trilogie de Peter Jackson. Je trouve la référence assez stylée. Autre chose, je vous en parlais pendant le résumé, Tar Palantir, le père de Míriel, lui parle un petit peu, alors on ne sait pas si c'était d'une vision qu'il a eue, mais il lui promet que si Míriel part en Terre du Milieu, il n'y trouvera que ténèbres. Est-ce qu'il a eu une vision de l'Orodruin, la montagne du destin, qui entre en éruption ? C'est tout à fait possible. Est-ce qu'il n'est pas en train de promettre aussi la perte de Míriel ? C'est une question qu'on peut se poser. On le rappelle, Tar Palantir, il a ce nom de Palantir, pas pour rien, hein, on le considère comme quelqu'un qui voit loin, qui voit les choses presque devin. Donc le fait qu'il dise ça à sa fille a évidemment un sens très particulier. Je reviens sur Pharazôn. Alors pour le coup, c'est pas vraiment une référence au lore de Tolkien, mais en l'occurrence, je trouve que la discussion entre Kemen et Pharazôn, Kemen qui est un personnage inventé, rappelons-le, Pharazôn qui est un personnage qui existe vraiment chez Tolkien, Pharazôn, on le sent vraiment politicien né. Il explique à son fils que ça sert à rien d'aller à contre-courant, qu'il faut savoir aller avec le courant à certains moments, et c'est précisément ce qu'il explique être en train de faire, même s'il n'apprécie pas spécialement que les Numénoréens
aille dans le sens d'une elfe. Il explique en tout cas à son fils qu'il a quand même une petite idée derrière la tête et que, après tout ça, l'Empire de Numénor va probablement grandir dans ses plateformes commerciales avec la Terre du Milieu, mais aussi, et il le dit, que une fois qu'il aura terminé, ce ne sont pas les Numénoréens qui obéiront aux elfes, mais l'inverse. Les elfes obéiront aux Numénoréens. Alors donc on ne sait pas exactement quel est son plan, mais on sent bien quelle est la finalité derrière sa tête. Donc voilà, Pharazôn, personnage assez intéressant et à suivre pour le reste de la série. Il décide aussi d'aider Halbrand, le futur roi des Terres du Sud selon lui, qui va potentiellement avoir une dette envers Numénor, et donc lui être un petit peu redevable. On a encore une fois un name-dropping du personnage d'Aulé. Aulé, c'est un des Valar, aussi un des Ainur, de mémoire. Aulé, c'est le forgeron, c'est celui qui commande aux artisans, à la matière, dans Arda, le monde de la Terre du Milieu. C'est aussi le créateur des nains, et c'est justement à cet instant-là que Gil-galad parle d'Aulé au moment où il discute avec Durin. Voilà, c'est à ce moment-là qu'Aulé est mentionné. Passons du côté des théories, évidemment, comme chaque semaine, il y a pas mal de choses à dire sur les théories de cet épisode 5 du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Évidemment, c'est le retour de l'étranger et des pieds velus, donc on va en parler en premier. Bon, faut qu'on en parle, on est quand même sur un 80% l'étranger c'est Sauron, non? En tout cas, il y a beaucoup, et encore plus de signes qui sont apportés dans cet épisode 5. La première chose, c'est cette fameuse discussion entre Nori et l'étranger qui commence cet épisode 5, au moment où on comprend que l'étranger commence un petit peu à parler la langue des pieds velus, la langue commune probablement, et il lui pose une question, est-ce que je suis un péril ? Il lui dit ça parce qu'en fait, elle est en train de lui expliquer ce que c'est qu'un péril, c'est quelque chose qui rend les choses mortes, et lui il fait le lien avec le fait qu'il a tué toutes ces lucioles dans l'épisode 2. L'épisode 2, l'épisode 1, enfin bref. Lors du lancement de la série, il se dit, mais en fait, moi je suis un péril. Alors, on peut se poser la question de, en fait, est-ce que ce personnage-là est pleinement conscient ? Est-ce que ce personnage-là sait qui il est ? Je suis pas certain. En tout cas, c'est ce qu'on a l'air d'essayer de nous faire comprendre dans ces premiers épisodes. Chose intéressante, un petit peu plus tard dans l'épisode 5, il dit « ça sera plus facile dans l'ombre ». Intéressant, puisque c'est précisément ce que Hadar cherche à faire dans les Terres du Sud, qui vont devenir prochainement le Mordor. Intéressant ça aussi, qui répète un petit peu le plan d'Hadar. Ça crée des liens, ça crée des ponts. Autre chose, on a aussi des espèces de serviteurs, des cultistes, si on peut dire, qui se rendent près du cratère, là où s'est écrasé l'homme du météore, l'étranger. Eux aussi, intéressant, il y en a une qui, au niveau du collier, a une forme qui ressemble à un œil. On en a une autre qui, sur sa plaque, sur le dos de sa plaque, a la constellation que dessinait l'étranger, qu'il a dessiné avec les lucioles, qu'il a dessiné à terre. Voilà, les ponts sont nets entre ce personnage-là et ces espèces de cultistes. Autre chose, encore une fois, lorsqu'on les voit s'intéresser au cratère, on entend la musique qui ressemble beaucoup à la musique de Sauron. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes et qui, encore une fois, portent à penser que ces personnages-là cherchent Sauron, cherchent quelqu'un, cherchent en tout cas l'étranger, et je suis en train de me demander en fait si ces trois personnages-là ont pas pour intention de réveiller entre guillemets la conscience de l'étranger qui est encore en sommeil, qui à l'heure actuelle est un petit peu en train d'être façonné aux côtés des pieds velus, ce qui pourrait encore une fois porter à confusion entre Gandalf, Sauron, éventuellement un des magiciens bleus. Voilà, ça pose question. Encore une fois, sur les magiciens bleus, il faudrait plutôt qu'ils soient deux. Donc, est-ce qu'il y a eu 2 météores qui se sont écrasés ? C'est possible. On ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce personnage, voilà, cumule encore une fois les questions. Alors, on a l'impression d'avoir des éléments de réponse. Est-ce que ce sont des fausses pistes ? On a l'impression qu'il y a beaucoup de fausses pistes qui sont disséminées dans ce début de série. Bon,
Pareil, il y a l'étranger qui fait une démonstration de son pouvoir, une espèce d'onde de choc face aux 3 loups. 3 loups, 3 cultistes. Est-ce que ces cultistes sont capables de se transformer en loups ? Bon, on commence à partir un petit peu dans tous les sens, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que juste après ça, l'étranger fait preuve du fait qu'il a des pouvoirs qui sont aussi liés à la glace. On le rappelle, hein, quand Galadriel retrouve la marque de Sauron, elle se transforme en glace dans cette forteresse. On rappelle que le feu qui est autour du cratère est un feu froid, un feu qui ne dégage pas de chaleur. Ici, cette glace, elle a pas l'air de faire mal à Nori. Donc c'est de la glace qui ne glace pas. Le feu qui ne brûle pas, la glace qui ne glace pas. Bon, voilà, il y a des choses à tirer de tout ça. Je ne sais pas encore dire précisément si c'est Sauron, si c'est sûr. Pour l'instant, il y a quand même beaucoup de signes qui pointent vers Sauron. On sait pas. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, quelles sont vos théories autour de l'étranger. Je suis évidemment très curieux d'en avoir le cœur net, mais je suis en train de me demander si on va vraiment le savoir avant la fin de la saison 1. Je commence à me dire que c'est pas sûr. Du côté de Halbrand, vous savez que quasiment toutes les semaines, je vous parle de Halbrand et des théories que j'ai autour de ce personnage. J'ai quand même l'impression que plus ça va, plus j'écarte la piste de Sauron égale Halbrand. Pourquoi ? Parce que il y a quand même pas mal de fausses pistes autour de ce personnage et autour du fait que ça pourrait être Sauron. Je suis en train de me dire que, bon, encore une fois, dans l'épisode 5, on a le fait qu'il est très doué en forge. Intéressant. On apprend aussi le fait que, visiblement, c'est lui qui a donné l'endroit où allait Galadriel pour avoir, grâce à Pharazôn, un petit badge de la guilde des forgerons pour qu'il puisse aller travailler. Donc, il y a ce côté donnant, je parle à Pharazôn, j'obtiens quelque chose, bon, donc finalement, comme je vous le disais la semaine dernière, ils se sont bien parlé, et ils se sont bien parlé de ça, visiblement. En tout cas, c'est implicite. Mais pour moi, tout ça, c'est probablement des fausses pistes, sauf si Sauron Halbrand est vraiment parti dans tous les sens au mode Big Brain, en mode je fais croire à Galadriel ça, que je ne veux pas retourner en Terre du Milieu, au final j'y vais quand même, et je retournerai plus tard à Numénor pour faire ce que j'ai envie de faire. Ce serait... gros move, mais pourquoi pas, après tout. Et je reste pour ma part toujours assez fan de cette théorie que Halbrand deviendrait probablement un des futurs Nazgûl, qu'il va peut-être revenir aux Terres du Sud en devenir effectivement le roi, mais va être corrompu par un des anneaux de pouvoir donnés par Sauron. Pour moi, c'est la théorie la plus intéressante, probablement, et la théorie qui, dramatiquement, a le plus de sens, je pense. Il y a aussi le fait que Halbrand, c'est un petit peu un néga Aragorn, dans le sens où Aragorn, lui, il a un héritage du passé qui est lourd à porter, mais c'est un héritage qui est héroïque, et tout le monde l'attend, finalement. Et de l'autre côté, on a Halbrand qui, lui, a un héritage plutôt maléfique, puisque ses ancêtres se sont liés à Morgoth et à Sauron, et lui repousse cet héritage parce qu'il a peur de réitérer les erreurs du passé. D'ailleurs, il le dit à Galadriel quand il s'explique dans cette fameuse scène, qui est assez cool d'ailleurs, j'ai trouvé. Il lui dit « Vous ne savez pas ce que j'ai fait, et quand les autres l'apprendront, vous me repousserez. » Bon, ça montre bien qu'il y a quand même un problème avec le passé de Halbrand qu'il ne veut pas assumer, mais quand même un petit peu plus tard, il décide d'emmener Galadriel, Myriel, etc. en Terre du Sud, il décide de les accompagner, il est d'ailleurs dans une superbe armure numénoréenne, donc on le sent un petit peu plus prendre cette position de futur roi, en tout cas de commandant, et ça a l'air d'être plutôt cool, et j'espère qu'on va le voir se battre, puisque on l'a vu vite fait dans cette phase d'entraînement entre Galadriel et les futurs soldats numénoréens. Visiblement, il sait manier une arme. Autre chose, il faut qu'on parle d'Adar. Adar, le fameux commandant des orques qui va mener l'assaut vers Ostiriis plus tard. Son armure, elle est très nettement elfique, on le voit, voilà, il y a cette espèce de rivière qui ressemble beaucoup à celle qu'on voit sur l'armure de Gil-galad, notamment. C'est une armure qui a l'air très nettement brûlée, les autres l'ont dorée, lui l'a noire, c'est assez intéressant de voir, donc peut-être qu'il s'est battu contre quelque chose qui était
de l'ordre du feu, de l'ordre de l'incendiaire, peut-être qu'il s'est battu avec un Balrog justement. Est-ce que Hadar serait le fameux héros qui se serait battu dans la légende des racines d'Isaiglir? Bon, c'est peut-être partir un peu loin, je pense, mais ce qui est rigolo, c'est qu'on nous parle du fait qu'il y a un des Silmarils qui a été enfoui dans cet arbre, ce fameux arbre que le héros combat pour sauver, et Hadar, lui, il a une main qui est gantée. Il en a une des deux qui est gantée. Peut-être qu'il a essayé de prendre le Silmaril et que le Silmaril l'a brûlé. Donc, de fait, voilà pourquoi ça aurait été ganté, mais le problème c'est que ça fonctionne pas puisque Hadar dit à Arondir qu'on lui a raconté beaucoup de mensonges. Donc est-ce que cette légende est un mensonge ou est-ce que cette légende est une vérité? En tout cas, ce qui est certain, c'est quand Waldreg insinue que c'est vraiment lui Sauron, Hadar a pas l'air très très fan, il le repousse à terre, il le chahute, et il décide de lui faire exécuter un des membres de son groupe, dans la personne de Rohan. Bon, visiblement il accepte le concours des humains avec les orques, et son plan, vraisemblablement, encore une fois, c'est de faire entrer en éruption la montagne du destin, Orodruin. On le rappelle, au début de l'épisode, Hadar montre à quel point les orques sont touchés par la lumière du soleil, et donc il lui explique que prochainement, il n'y aura plus la lumière du soleil pour les gêner, donc évidemment, il n'y a qu'une seule manière, je pense, d'éteindre le soleil sur cette région, c'est justement d'avoir cette chape de plomb, ce nuage noir constant, projeté par Orodruin pour justement cacher le soleil sur cette zone. On nous explique toujours pas à quoi sert cette fameuse épée brisée dans ce plan d'Hadar, mais visiblement, elle a l'air de pouvoir l'aider à faire quelque chose, et on voit cette statue, justement, qui ressemble à cette épée, mais qui n'est pas brisée cette fois, et qui tranche dans le ventre d'un humain, et au-dessus, on a une figure qui ressemble beaucoup au masque que l'on connaît de Sauron, donc évidemment, ça pose bien sûr question de à quoi sert cette épée. D'un point de vue plus personnel, il y a pas mal de choses qui m'ont bien plu dans cet épisode 5. La première, c'est la scène de migration des pieds velus avec l'étranger, qui est d'ailleurs faite, illustrée avec la chanson chantée par Poppy. Honnêtement, je trouve que c'est super cool comme séquence, j'aime bien ces montages de voyage, et avec cette chanson qui fait très très Tolkien dans l'esprit, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Évidemment, j'ai beaucoup apprécié les nouveaux indices sur l'étranger, alors comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de questions qui sont posées, qui sont laissées en suspens, peu de réponses, mais quand même, ça a l'air vraiment de nous mener sur la piste de Sauron plutôt que Gandalf, qu'évidemment, on a évidemment envie d'en avoir le cœur net. J'ai bien aimé aussi cette scène entre Théo et Arondir, on le rappelle, depuis le début de la série, on a Théo qui est plutôt... qui repousse un petit peu Arondir, alors que Arondir essaie un petit peu de créer du lien. C'est le premier épisode où on a véritablement les deux qui se parlent et qui échangent, et j'apprécie aussi le fait que Théo montre à Arondir son secret, celui de l'épée brisée. Je trouve que c'est évidemment une bonne chose plutôt qu'il l'ait caché pendant 20 ans. Je pense que c'était important qu'il le montre et qu'on puisse enfin avancer sur cette question. Enfin, dans les points positifs, je voudrais aussi citer Hadar, qui, je trouve, a beaucoup de charisme, comme Elendil, d'une certaine manière, mais Hadar est assez stylé, toujours très mystérieux, mais je trouve que, il y a quelque chose qui se passe dans les scènes, il y a quelque chose de très sombre qui se dégage dans les scènes qu'il partage avec les orques, avec les humains, et j'ai vraiment envie d'en voir plus autour de ce personnage. Je vais pas vous mentir, il y a aussi pas mal de choses qui m'ont moins plu dans cet épisode 5, notamment ce fait que j'ai l'impression qu'on ait fait du surplace à Numénor entre l'épisode 4 et l'épisode 5, le sentiment d'avoir vu 2 fois la même chose à Numénor entre cet épisode 4 et cet épisode 5. C'est-à-dire qu'à la fin de l'épisode 4, on a l'impression que ça va avancer vers la Terre du Milieu, et en fait, à la fin de l'épisode 5, on avance aussi vers la Terre du Milieu. Donc on a l'impression d'avoir fait du surplace entre ces 2 épisodes, qu'on a beaucoup tergiversé, et que en fait on a tergiversé pour la même chose entre l'épisode 4 et l'épisode 5. Donc c'était un petit peu étrange, je vais pas vous mentir. Il y a aussi cette histoire d'origine du Mithril qui me paraît assez fumeuse, pour être honnête. J'ai du mal à comprendre pourquoi on vient nous annoncer ça alors que Tolkien n'en parle pas. Il aime bien, Tolkien, laisser les choses au mystère parfois, et là je me demande si c'est pas une surexplicitation pour essayer de pas trop perdre le spectateur, ou alors, et j'espère que c'est plutôt ça,
ou alors ce serait plutôt les scénaristes qui essaient de nous mener vers autre chose, peut-être sur cette histoire de Dupri, comme je vous en parlais tout à l'heure. Pourquoi pas ? À voir en tout cas. C'est lié un petit peu à tout ça, je trouve que Gil-galad, à chaque fois qu'on le voit dans le début de cette série, on est plutôt sur quelqu'un d'antipathique, et je trouve que il y a du chemin à faire entre le Gil-galad qu'on connaît là maintenant depuis le début de la série, et le Gil-galad héroïque qu'on est censé avoir vers la fin du deuxième âge, donc j'espère quand même qu'ils ont quelque chose à faire de ce personnage, parce que pour l'instant, je suis un peu dubitatif. Pour conclure rapidement, l'épisode 5 a mis ma patience un petit peu à l'épreuve. Je trouve qu'une grande partie des séquences à Numénor faisait redite de ce qui s'était passé dans l'épisode 4, où on avait déjà vu les instances du pouvoir tergiverser sur le fait de partir en Terre du Milieu, ou pas. Au final, bien que la décision ait été prise à la fin de l'épisode 4, il faut attendre encore la fin de l'épisode 5 pour qu'enfin ça bouge. Ça m'a donné le sentiment de faire du surplace côté intrigue, alors que du côté des personnages, ça avance vraiment pour le coup, avec Galadriel qui s'ouvre et Halbrand qui décide de la suivre. Je suis toujours intéressé par ce qui se passe du côté des pieds velus, j'ai bien aimé cette scène de migration et cette chanson de Poppy. Mais c'est surtout pour l'étranger que je suis curieux d'en voir plus, il s'agirait désormais de nous donner des réponses à nos questions. Cette histoire de légende inventée sur le Mithril me paraît assez bancale, je ne sais pas tout à fait quoi en penser. Autant j'aime bien le plan de cette bataille entre l'elfe et le Balrog, autant je trouve que son interprétation par les elfes me paraît un peu étrange. Il y a beaucoup de questions en suspens et assez peu de réponses pour l'instant, j'espère que la saison 1 nous laissera tout de même entrevoir des éléments de réponse, surtout qu'il ne reste déjà plus que 3 épisodes à découvrir. Voilà ce que je pouvais dire sur cet épisode 5 de Seigneur des Anneaux et les Anneaux de Pouvoir, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un commentaire et un pouce en l'air pour me dire si vous avez apprécié bien évidemment, pour me donner votre note entre 1 et 5 sur cet épisode 5 bien sûr. Évidemment, si vous appréciez mon travail sur les Anneaux de Pouvoir, House of the Dragon, Star Wars Andor ou bien la pop culture en général, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. On se donne rendez-vous d'ailleurs prochainement pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt tout le monde, salut à tous.